Beaucoup de chamboulements dans ma vie récemment, mais bientôt un nouveau bureau, un nouveau setup et une nouvelle qualité. Je suis vraiment désolé de ne pas sortir de contenu en ce moment, mais j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper, mais je reviens très vite, vous inquiétez pas. Également, à croire que Onery et moi, on est maudits quand on fait du contenu ensemble, mais il y a eu un gros problème technique au moment d'enregistrer ma voix pour ce podcast. Sans aucune raison apparente, Reaper, mon logiciel d'enregistrement, a décidé d'enregistrer le micro d'une webcam random branchée sur mon ordi qui était là depuis des années mais il m'avait jamais fait chier et là je sais pas pourquoi il a décidé d'enregistrer uniquement le son de cette webcam pourrie alors que j'utilise ce micro et cette piste depuis 6 ans et il n'y a jamais eu de soucis. Je pense qu'il y a vraiment un petit diable qui veut pas que Onery et moi on arrive à faire du contenu ensemble parce que rappelez-vous on a perdu aussi une vidéo de 4 heures, une tier list sur les 7 Magic qu'on avait fait ensemble. Donc j'ai bien les glandes, mais j'ai essayé de rattraper le truc comme je pouvais. Le son est dégueulasse, mais écoutable. Donc je m'excuse pour ça aussi. Je reviens très vite, bisous. Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre tes cartes. Onery, merci beaucoup d'avoir accepté. Tu es aussi encore un peu un bêta-testeur parce que du coup, j'avais proposé à 2 personnes pour commencer ce nouveau podcast. Je vais demander à Bandy. Du coup, l'épisode est sorti, vous pouvez aller voir. Et puis, t'es le deuxième finalement. Parce que du coup, c'était plus pratique niveau emploi du temps comme ça. Donc, merci beaucoup déjà, c'est vraiment cool. Eh ben, très honoré, merci pour l'invitation. On a un petit peu l'avantage aussi de se connaître IRL depuis un peu plus d'1 an maintenant. Je pense que ça aide aussi un petit peu pour délier les langues et pour aborder peut-être des sujets que je ne pourrais pas aborder avec tous les créateurs de contenu Magic, mais... Avec plaisir, je suis prêt à me mettre à nu pour toi. Ah, je n'attendais que ça. Le public n'attendait que ça. Première question, personne n'y échappera. Est-ce que tu es heureux, Onery, dans ta vie actuellement? Bah écoute, oui, y a pas à se plaindre. Je commence à vivre de ma passion, je commence à vivre de ma création de vidéos. Donc c'est un objectif que je m'étais fixé il y a longtemps. Donc là, je pense que pour la première fois, pour le premier mois, je peux dire que je me dégage un salaire, un vrai salaire. Donc c'est cool. Depuis le mois de janvier là? Ouais, c'est ça, parce que j'ai un Ok. nouveau sponsor en fait. Et Ouais. désormais, avec 2 sponsors, plus les autres types de revenus, et bah, j'approche d'un SMIC, j'ai un SMIC en gros, quoi. Donc c'est pas la panacée évidemment, un SMIC dans la France actuelle, rappelons que c'est 1400 € net, je crois. Mais c'est déjà ouf, quoi, parce que je suis parti de zéro. Je me souviens quand je gagnais 50 € avec ma chaîne YouTube et j'étais déjà content. Et là, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc oui, je suis plutôt heureux à ce niveau-là. Ok, trop bien. Et puis sinon, bon, bah, je suis aussi heureux qu'on peut l'être dans ce monde qui est très fucked up, surtout en ce moment. Les États-Unis, la France, tout ça, c'est un peu glaçant. Donc j'essaie de faire en sorte que ça n'atteigne pas trop mon moral. Voilà. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai quand même le sentiment que depuis tout petit, justement, euh, les mondes d'Heroic Fantasy, ou en tout cas les mondes fantastiques, sont aussi un échappatoire au dooming ambiant, j'ai l'impression. Je sais pas si toi, c'est ton cas avec Magic, mais je pense que moi, ça l'est un peu en tout cas. Et ben moi, je pense que c'est ça en effet, mais c'est pas tellement le côté monde fantastique, c'est le côté retour en enfance, tu vois. Genre, moi, quand j'étais petit, je passais mon temps à jouer à Yu-Gi-Oh! Dans la cour de l'école avec mes potes. Et aujourd'hui, en fait, je passe mes week-ends à jouer à Magic chez moi avec les mêmes potes. Ok, Et je pense d'accord. qu'il y a un peu ce truc, tu vois, de préserver un peu ce moment d'innocence qu'on avait dans l'enfance et de Ouais. vouloir, un peu syndrome de Peter Pan, tu vois, vouloir continuer à vivre ça, même dans l'âge adulte. Mais nous, je pense qu'on est aussi une génération où on peut trouver ça légitime, en fait, de mettre en avant des choses comme Magic ou des passions qu'on avait dans notre jeunesse, des choses de pop culture. Aujourd'hui, on est une génération qui essaie de les légitimiser, je pense. Et moi, je kiffe ça, en fait, ce retour à un temps peut-être plus simple. Ouais, mais c'est vrai que même, en fait, finalement, même à l'époque, c'est pas un retour à l'enfance, parce qu'est-ce qu'on a vraiment quitté l'enfance, tu vois. Moi, ce qui m'a fait revenir à Magic, c'est uniquement le pouvoir d'achat. Mais en fait, j'ai jamais trop arrêté de jouer aux jeux vidéo. J'ai toujours été dans des... C'est vrai, peut-être qu'en fait, personne n'a jamais quitté le monde de l'enfance et que c'est des histoires qu'on raconte depuis toujours, hein. Ouais. Mais c'est vrai que, enfin, en tout cas, je pense qu'avant, c'était mal vu, ce genre de dynamique, et qu'aujourd'hui, c'est tout à fait accepté. Et je suis content de pouvoir m'inscrire là-dedans et d'être un gros nerd qui parle de trucs de gros nerd à fond, et même d'en vivre et d'être Ouais. très impliqué là-dedans. Bah, moi, ça m'éclate, quoi. Voilà, tout simplement. Je veux revenir sur un événement qui s'est passé il y a quelques semaines. Tu as vécu une agression il y a quelques semaines. Un truc assez violent, hein. Tu l'as même, pour le coup, décrit en détail sur ta page d'abonnés YouTube, pardon. Ouais. Je sais pas si tu en as parlé en live ou si tu en as parlé dans tes vidéos, j'ai pas l'impression.
Est-ce que c'est quelque chose qui a remis ta vie en perspective? Parce que c'était assez violent ce qui s'est passé. Non, ça a quand même pas remis ma vie en perspective, mais ça m'a bien secoué pendant quelques jours, j'étais assez choqué. En gros, il y a un mec qui m'a agressé, dans la rue. En gros, il m'a demandé mon téléphone et quand j'ai refusé, il me l'a redemandé gentiment en sortant un couteau de sa poche. Mais C'était c'était un peu gentil. bizarre. Et en plus, il m'a dit: «Ton téléphone pour un appel, s'il te plaît», avec son couteau dans la main, ce qui n'a aucun sens. Donc j'ai tourné les talons et j'ai sprinté jusqu'à chez moi parce que c'était pas si loin. Sauf que le mec, il a tapé son meilleur sprint derrière moi, couteau à la main. Et je me suis retrouvé en fait dans l'entrée de ma résidence, par terre en fait, parce qu'il m'a fait trébucher quand je rentrais dans la résidence, avec Mhm. le mec au-dessus de moi avec un couteau. Et heureusement, j'ai appelé à l'aide et ça a permis à des voisins d'arriver. Et le mec qui était complètement bourré et qui venait sûrement de perdre une bagarre, de ce que j'ai compris, Ouais. s'est rendu compte qu'il allait risquer 20 ans de tôle pour un prison, enfin 20 ans de prison pour un téléphone, je veux dire, et il s'est barré. Mais sur le coup, il y a eu un moment où je me suis dit que j'allais canner là devant chez moi pour un téléphone. Et j'imaginais un peu, tu vois, la sensation du couteau entre mes côtes, tu vois. Ah ouais, ouais. Alors, pendant le gros de l'altercation, je me suis dit que le mec était trop bourré et qu'il avait pas l'air si sérieux que ça. Et qu'il avait juste envie de passer ses nerfs sur un mec, mais Mm. qu'il allait jamais vraiment me planter. Mm. Mais il y a quand même eu le moment où il sprintait derrière moi et le moment où il était genre debout au-dessus de moi, où là je me suis dit, bah putain, je vais y passer quoi. Le RP Et en était fait, crédible, quoi. ouais, ouais, ouais. Et en fait, ce qui m'a choqué le plus, c'est quand je suis rentré dans l'ascenseur, en fait, une fois que je suis rentré chez moi, en fait, j'ai vu ma tête dans l'ascenseur et j'étais mais livide, mais transparent, quoi. Et là, c'est ça qui m'a fait le plus peur, en fait, de réaliser à quel point mon corps avait eu peur, même si mon cerveau était resté un peu en état d'alerte. Parce que je rentrais d'une avant-première Lorwyn, en fait. Je rentrais d'un tournoi de Bah, tu Magic qui t'es était transformé minuit en 40, un changeur truc comme ça. d'un seul coup. C'est ça. Et du coup, bah, pendant quelques jours, ça m'a pas mal pris la tête. J'y pensais en m'endormant, j'y pensais en me réveillant. Mais tu vois, un truc bizarre, c'est bah, ça m'est arrivé. Je suis rentré chez moi. Je l'ai raconté à Yuna. Je l'ai raconté Ouais. en boucle. Je l'ai raconté genre 3 fois. Euh, Et j'avais envie de l'écrire. Déjà, j'avais envie de l'écrire. Tu vois, Ça parce que permet bon, moi, d'évacuer le truc, mine de rien. ouais, moi j'ai un passé de journaliste écrit. C'est vraiment mon truc, quoi. Et je ressentais le besoin d'extérioriser. Et je me suis endormi. Et le lendemain matin, c'est le premier truc que j'ai fait. Tu vois, j'ai écrit, j'ai narré le truc un peu comme un article de presse en fait, avec les Mhm. détails et tout. Et ça m'a permis en fait un petit peu de l'évacuer de mon esprit. J'avais plus besoin de me souvenir des détails parce que les détails je les avais couchés sur le papier, tu vois. Mhm. Et ça m'a permis déjà de mettre le truc à distance. Ensuite, le soir même, le lendemain, je suis allé sortir mes poubelles de nuit sur le lieu de l'agression, tu vois. Ouais. Histoire de montrer à mon corps encore une fois que c'est ok. Je peux sortir de nuit à cet endroit-là. C'est pas parce que j'ai pas eu de chance, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment une fois que c'est un risque permanent. Et puis je suis allé faire un petit tour chez le psy, Ok. qui m'a dit que ça avait été un bon réflexe déjà de consigner ça par écrit pour processer tout ça, et qui m'a aidé en fait à me focaliser sur le positif, qui est quand même que finalement par la parole en fait, par la langue en fait, j'ai réussi un petit peu à orienter le mec, à le contrôler, et finalement à m'en tirer sans une égratignure, avec mon téléphone qui est mon outil de travail aussi. C'est aussi pour ça que je ne l'ai pas donné, parce que bah, j'ai plein de vidéos dessus et tout. Enfin, c'est important pour moi, mon téléphone. Comme pour tout le monde, mais c'est bizarre, mais quand il m'a agressé, j'ai pensé à Passion Carton, tu vois. Et au final, maintenant, je n'y pense plus du tout. C'est pas du tout un traumatisme ou quoi. Ok. Et moi, j'ai été journaliste justice pendant longtemps. Ouais. J'ai couvert le tribunal de Brest pendant 2 ans, donc c'est des délits. Donc il y a beaucoup d'histoires de violence avec armes, souvent avec de l'alcool, voire presque tout le temps. Et ça m'a aussi aidé, je pense, à savoir qu'un fait divers n'est qu'un fait divers et n'est pas un phénomène récurrent. C'est quelque chose d'exceptionnel toujours. Ouais. D'ailleurs, c'est un réflexe qu'on devrait tous avoir face à n'importe quel fait divers dont on parle à la télé. Ouais, bien sûr. Tu vois, l'affaire du petit Grégory, tout le monde sait ce que c'est. Pourtant, ça ne dit rien de la société. Ça n'est pas une information importante pour lire la société, mais par un voyeurisme malsain, les faits divers sont très mis en avant et très regardés par le public. Hein. C'est auto-alimenté par le public. Par propagande aussi, hein, bien souvent. Et ça devient ça. Mais du coup, moi, j'ai vraiment la conviction, et c'est important pour moi, de bien dissocier les faits divers et la réalité. Et ce que j'ai vécu, c'est un fait divers. C'est marrant d'être, de réussir à être aussi pragmatique sur un truc qui engage beaucoup d'émotions, quoi. Mais en vrai, tant mieux, c'est bien. C'est-à-dire que tu as fait les choses comme il fallait. Et comme tu as dit, tu as eu le bon réflexe aussi de le coucher immédiatement sur le papier pour en évacuer une partie. Donc, mais tu vois, quand je parlais de remettre en perspective ta vie, c'est est-ce que tu as des questionnements après qui sont arrivés du genre, putain, si je meurs demain, j'ai pas fait ça, faudrait peut-être que je vois plus ma famille, mes potes, ou que je voyage plus, ou que
Je sais pas, tu vois, ce genre de choses où tu sais, quand t'es à 2 doigts de crever, tu dis putain, là, faut que je profite, quoi. Alors souvent, quand on sort d'un truc grave, une semaine après, toutes les bonnes convictions, elles partent, tu vois, c'est comme le January, le Dry Ouais, le January, Dry January. où en fait, bon, ça tient une semaine, puis voilà. Mais c'était plus dans ce sens-là, tu vois, que je me posais la question, justement. Ça m'a traversé l'esprit, mais si tu veux, enfin, je suis assez cartésien à ce niveau-là, j'imagine, mais en fait, à chaque fois que tu prends la voiture, tu prends des risques pour ta vie, tu vois. Dès que tu prends la bagnole pour aller où que ce soit, en fait, c'est le moment le plus risqué de ton existence, à Mm. chaque fois, tu vois. Bon, là, c'était risqué, peut-être. C'était peut-être aussi pas si risqué dans l'altercation. J'avais le sentiment quand même qu'il irait pas jusqu'à me planter, même s'il y a eu 2 moments où, voilà, je l'ai Ouais, imaginé. ouais, ça demande quand même du Et je pense, sang-froid, tu vois, de même réussir à garder la parole pendant un truc comme ça et tout, tu mais, vois. mais, mais ça a été un moment très cérébral, hein, bizarrement. Mais je sortais du nappé aussi, où je m'étais concentré à fond sur genre 3 fois 3 parties, même 4 fois 3 parties et T'avais tout. joué quoi d'ailleurs à se taper? J'avais joué Noir, Rouge, Blight. Ah putain, ouais, j'ai détesté cet archétype, moi. Et je fais une bonne AP, mais en gros, le meilleur archétype, je crois, dans l'Orwin, ou un des meilleurs, c'est bleu-blanc. Et en gros, les AP depuis les play boosters sont vachement plus dépendantes en fait de l'ouverture des boosters, parce que Oui, comme bien tu peux sûr. avoir jusqu'à 3 rares par booster, et bah Ouais, si t'as ouais. une bonne ouverture, c'est trop fort. Et là, le mec qui a gagné l'AP, il jouait bleu-blanc et il avait 6 rares dans ses couleurs. Et je l'ai affronté, et à un moment, il en a sorti 5 dans la même manche, quoi. J'étais là, mais comment tu veux que je batte 5 rares dans tes couleurs, tu vois, ça n'a aucun sens. Ça m'a un peu refroidi sur les nouvelles AP, j'avais déjà remarqué ça avant. Ouais. Euh, et voilà. Ok. Non, moi, pour info, récemment, j'ai testé Rakdos Blight en draft. Donc, j'ai eu le choix, hein. J'ai laissé passer des trucs que j'avais déjà joué trop de fois en limité, là. Et en fait, j'ai détesté l'archétype gobelin, parce qu'en gros, c'est gobelin, hein. Ouais. J'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça... Enfin, ça demande plein d'engines, plein de... Enfin, ça, je sais pas. Pour au final, pas beaucoup être récompensé, j'ai trouvé. Même quand tu arrives à Bah, installer le bon setup. Donc, ça m'a un peu énervé. Voilà. j'aime bien l'archétype mécaniquement, il est intéressant, mais les récompenses sont rares. Ouais, Et en c'est fait, ça. les récompenses, déjà qu'il faut mettre des -1 sur tes créatures et tout pour les produire, donc c'est Mhm. quand même, tu t'infliges du négatif, même si les Bah cartes ont ouais. des bonus intéressants. Les cartes qui te récompensent quand elles meurent, par exemple, souvent c'est des Unco ou quoi, il y en a pas tant que ça, et du coup, Bah c'est ouais. un peu dur à jouer, il faut vraiment les bonnes cartes, je pense. C'est ça. Exactement. Bon, on a fait une petite bifurcation quand même vers Magic, même si c'est pas le thème du podcast. Ouais, si on va quand même un peu parler de Magic, évidemment. Question que j'ai posée, hein, lors du premier podcast, et que je vais souvent poser, je pense. Si Magic disparaît là tout de suite, Magic n'existe plus, euh, tu fais quoi? Alors, quand tu dis Magic n'existe plus, c'est-à-dire que plus personne n'a de souvenir de Magic sur la planète Terre, quoi. Alors, on va un petit peu doser. Wizards met les clés sous la porte et il n'y a plus de nouvelle extension à partir de maintenant. Toutes Ok. les cartes qui existent restent encore là, tu vois. Donc il y a de quoi faire quand même. Mais il n'y a plus de nouvelle extension, il y a plus rien autour du jeu, il n'y a plus d'event. Voilà. Bah, je pense que ça changerait pas grand-chose à ma vie. Je continuerai à faire des deck tech, des vidéos sur comment politiquer en commandeur. En fait, le pool de cartes est si gigantesque aujourd'hui que le jeu peut s'arrêter et il reste le jeu le plus profond ever, et ça pour encore 20 ans, tu vois. Et du coup, il n'y a pas vraiment de... Enfin, on pourrait s'arrêter aujourd'hui. Ça ferait que les cartes actuelles gagneraient en valeur. Ça fait que toutes mes boîtes sous blister dans mon placard, elles gagneraient en valeur. Très bien. Et ça nous empêcherait pas, en fait, de faire des vidéos sur le format, sur des synergies Ouais, ouais. rigolotes, sur quoi que ce soit, en fait. Je pense que ça changerait pas grand-chose arrivé où on en est. Par contre, ce qui changerait, c'est qu'on serait plus à courir derrière l'actualité, à devoir couvrir toutes les nouvelles cartes. Donc, il y aurait sûrement une grosse perte d'engouement sur Internet, et sûrement qu'on ferait beaucoup moins de vues, j'imagine. Par contre, je pense que ça m'empêcherait pas forcément de... Peut-être pas d'en vivre, mais en tout cas de continuer à avoir des gens qui me donnent des sous tous les mois parce que je fais des vidéos intéressantes ou quoi. Je pense que ce serait même intéressant en fait d'avoir enfin un pool de cartes fixe, tu vois, un peu comme un format qui est terminé, comme, je dis n'importe quoi, le pré-moderne ou quoi. Ça pourrait même avoir son intérêt. Après, je souhaite absolument pas ça, évidemment, mais je pense pas que ce serait aussi catastrophique que ce qu'on pourrait imaginer quand on entend la question au premier abord, quoi. Alors, pour Yuna, je sais, parce que ben, elle aussi fait du contenu avec toi sur la chaîne. Donc, ça va que du coup, ta compagne n'a pas de souci avec le jeu, avec le fait que tu produises du contenu. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Mais tes proches, eux, comment ils le voient? Par exemple, je sais pas, les oncles, les tantes, les Mhm. darons. Tu vois, est-ce que tu passes pour un mec chelou? Est-ce que tu arrives à faire comprendre ta profession ou même ton engouement pour ce jeu? Parce que souvent, on associe aussi le TCG à des trucs pour les gosses, tu vois, avec Pokémon et tout. Donc, Ah comment oui, ils le voient, tes complètement. proches?
Bah, alors, comprendre l'engouement pour le jeu, ça, c'est impossible. C'est-à-dire que là, je pense à mes parents et mes grands-parents. Heu, Ils réalisent pas ce que c'est, Magic, tu vois? Ils savent que c'est un jeu de cartes avec des Ok, monstres qui tapent, tu vois? Et peut-être qu'ils savent qu'il y a des terrains qui font du mana, ça doit s'arrêter là, quoi. Mais ils pas réalisent mal. pas du tout la profondeur que peut avoir le jeu et l'intérêt juste, intellectuel du jeu, quoi. Par contre, ce qu'ils comprennent, c'est que c'est une activité professionnelle et autant au début, mes parents, ils étaient assez contre, tu vois? Ou pas vraiment contre, mais ils étaient en mode: «Beh, tu vas pas faire ça, faut que tu trouves un vrai travail», tu vois? «Faut que tu trouves un vrai taf parce Le que là, tu classique vas pas vrai pouvoir». travail, hein. Ouais, tu peux pas te projeter dans l'avenir parce que tu as ta chaîne YouTube qui, à l'époque, je sais pas, j'avais 500 abonnés, ça me ramenait, 7 € par mois, tu vois? Un truc comme ça. Donc ils pouvaient pas vraiment, enfin, ils n'étaient pas vraiment d'accord avec, ce choix de vie. Mais je leur ai dit: «De toute façon, bah, moi, c'est ce que j'ai envie de faire, donc c'est ce que je vais faire et il y a pas le choix, de toute façon, c'est ce qui va se passer». Et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est que, ayant travaillé suffisamment, j'avais un petit peu de chômage devant moi, en fait. J'avais, le bonheur d'avoir, 1 an et demi de chômage devant moi et donc je me suis dit: «Au lieu de continuer à aller faire des petits contrats en journalisme par-ci par-là, je vais me focaliser sur la chaîne YouTube. J'ai 1 an pour essayer de faire un proof of concept», tu vois? Je vais voir si ça peut donner quelque chose. On voit dans 1 an si ça vaut le coup. 1 an après, ça commençait à marcher et tout et je me suis dit j'étais déjà sponsorisé par Card Market. Je me dis: «Bah, je vais continuer», tu vois? Je commence à Ouais. percevoir de l'argent grâce à ça et en fait, mes proches, c'est con à dire, mais c'est juste cette variable-là qui fait la différence, c'est l'argent, tu vois? Et quand je commence à dire: «Ah bah, là, j'ai fait tant d'euros, ah bah, là, tu vois, mon sponsor, il me donne tant par mois». Et puis là, désormais, comme je peux dire: «Bah, voilà, je me fais un salaire tous les mois avec ça», bah, ils n'ont plus rien à dire, en fait et ce qui est beau aussi, c'est que je suis parti de zéro et enfin, comme tous les streamers, quoi, mais ou enfin, tous les influenceurs ou quoi, j'ai créé mon propre job, quoi. Je suis parti de 0 €, puis petit à petit, j'ai gagné de plus en plus. Maintenant, je commence à apercevoir peut-être la stabilité financière et ça, c'est stylé. J'espère que ça va pouvoir, continuer à progresser. Mais en tout cas, ils peuvent plus avoir rien à dire là-dessus, vu que c'est mon gagne-pain crédible, quoi, maintenant. Bah, c'est clair que le chômage, franchement, vive le chômage, hein, parce que bah, Vive le chômage. tout le monde a commencé comme ça. Enfin, en tout cas, ceux qui n'avaient pas forcément les moyens d'avoir des parents derrière ou tu sais, des rentrées d'argent. Pour tous ceux qui ne sont pas héritiers ou rentiers, en gros, quoi. Ou Ouais. ceux qui ont des parents, forcément, qui ne gagnent pas plein de thunes. Moi, ça a commencé comme ça aussi, hein. C'était je bossais 2 ans, puis 1 an de chômage. Puis je bossais 2 ans, puis 1 an de chômage. Et à chaque fois, sur ces 1 an de chômage, j'en profitais pour step up un peu, tu vois, pour me consacrer un peu plus à mes vidéos, etc. Et puis bah, après, au bout de 6 7 ans, j'ai pu effectivement dégager un salaire et me créer une activité. Tout à l'heure, tu parlais de tes grands-parents qui ne comprennent pas, tu sais, l'engouement pour le jeu. Effectivement, c'est un peu loin d'eux, puis c'est surtout pas du tout leur génération. Tu sais que moi, j'ai commencé à apprendre à jouer à Magic avec et grâce à ma grand-mère. Incroyable. Ouais. En fait, alors, comme je l'ai souvent répété, en live ou peut-être sur certaines vidéos, je me rappelle plus du tout comment sont arrivées mes premières cartes Magic dans ma poche. Je sais que c'était du Terre Natal, tu vois, des cartes Homeland toutes pourries, mais qui avaient un charme pas possible. Je les trouvais trop belles, il y avait une mystique qui se dégageait des cartes et tout, tu vois. Enfin, c'est vraiment ce qui m'a attiré au début dans Magic. Et du coup, en me renseignant petit à petit, j'apprends qu'il y a des boîtes de decks pour débutants et que si tu l'achètes, eh bah, tu peux trouver un pote et commencer à apprendre à jouer à Magic. Et tu sais, c'était les starter packs Portal. OK. Donc ça date de fin 90, tu vois, c'était vraiment, c'est à l'ancienne, quoi. J'étais en fin de primaire à ce moment-là. OK. Et ma mère s'en foutait un peu, tu vois, elle me donnait pas trop l'heure là-dessus. Et à un moment donné, j'en parle à ma grand-mère. Je sais plus pourquoi je me retrouve à passer une après-midi avec ma grand-mère, tu vois, je sais plus à quelle occasion. Et je lui parle de Magic et tout. Elle fait: «Bah écoute, si tu veux, on va essayer de trouver un magasin et puis je t'achète ta boîte de jeux, tu vois, ça me fait plaisir». Et du coup, je me retrouve au Temple du jeu à Nantes, à l'ancienne, quand il y avait qu'une seule boutique. Je rentre dans ce temple incroyable où il y avait du Warhammer, du Magic partout. Ça sentait le vieux papier et le café, tu vois, avec des nerds partout. Tu vois, j'étais un peu intimidé même au début. Il y avait tous ces displays Tempête, Exode et compagnie, tu vois, c'était incroyable. Je garde trop des bons souvenirs de ça. D'ailleurs, j'ai encore des displays vides à la maison parce que j'en profitais pour les prendre à chaque fois que je passais au temple du jeu. Et maintenant, ça fait de la belle déco. Et finalement, j'ai passé le reste de l'après-midi avec ma grand-mère à lire le petit livret de règles qu'il y avait dans les starter decks Portal. Et à apprendre à jouer à Magic avec un vieux tapis de jeu en papier, tu vois, avec des fausses, pioches, terrain, tu vois, tu posais tes cartes sur le... C'était un vieux tapis de jeu en papier, un dépliant, quoi, tu vois, c'était tout Ouais. gaze. Il n'y avait même pas les instants. Il n'y avait pas du tout la notion d'instant speed, tu vois, dans Dans les Portal règles? 1.
dans les règles. Donc voilà, et donc c'est avec ma grand-mère et grâce à ma grand-mère, tu vois, que j'ai commencé Magic avec Portal 1, quoi. Quand j'avais C'est trop stylé. 9-10 ans, même pas, quoi. Incroyable histoire, c'est trop stylé. Ouais. Et après, ça a duré un an et demi, puis j'ai tout arrêté jusqu'à reprendre à la sortie de Ténèbres sur Innistrad. Et t'as abordé aussi le fait d'avoir un vrai travail, et ça, c'est un truc que j'ai vu de nombreuses fois revenir au cours de ma carrière. Tu vois, que ce soit les haters ou même parfois des gens, pas de mon entourage, mais des gens que tu croises en soirée, tu vois, qui te posent des questions sur ton activité, qui considèrent que créer du contenu en solo, c'est pas un taf, alors que je suis persuadé que toutes les personnes qui m'ont fait ce reproche bossent 2 fois moins que moi au quotidien, quoi. Tu vois, faire du contenu, ce serait pas un vrai travail. Ah Et ouais? moi, je trouve ça ouf que quand c'est tes grands-parents, tu vois, ou on va dire des personnes, tu vois, qui sont pas du tout de la génération Internet, à la limite, qu'ils fassent le reproche de pas un vrai travail. Alors, peut-être pas un vrai travail, mais en tout cas, un travail étrange, un truc qu'ils connaissent pas, pourquoi pas. Mais que des gens, tu vois, qui vivent avec Internet et qui consomment eux-mêmes du contenu, disent que la création de contenu, c'est pas un vrai travail. Je l'ai encore eu en commentaire il y a pas si longtemps, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Ah ouais. Sur la chaîne, là, Magic, j'ai eu un commentaire de ouais, arrête de te plaindre, va trouver un vrai travail. J'ai eu ce commentaire, tu vois. Et t'as beau expliquer par A plus B tout ce que ça te coûte de créer du contenu en temps, en argent, en manque de sommeil, en perte de potes. C'est non, bah va te chercher un vrai travail, ça t'apprendra, c'est pas un vrai travail. Bah, je pense que c'est un peu de mauvaise foi parce que il y a des gens qui pouvaient dire ça honnêtement il y a quelques années parce que youtubeur ça n'existait pas vraiment ou c'était un peu flou. Aujourd'hui, tout le monde sait très bien que les youtubeurs sont des influenceurs qui sont rémunérés par des partenariats avec des marques et que ça demande des heures de travail pour faire de l'optimisation sur les réseaux sociaux et tout. Je pense que voilà. Moi, j'ai jamais eu ça, j'ai jamais eu ce genre de Ok. remarques, ni avec mes grands-parents, tu vois, mais aussi le fait que je sois journaliste précédemment doit aider parce qu'en fait, bah, je continue à faire du journalisme, sauf qu'au lieu de faire des articles écrits, je fais des vidéos. Et au lieu de parler de l'actualité générale, je parle de l'actualité de Magic. Mhm. Et je fais des sujets magazine un peu sur Magic ou quoi. Mais moi, je vois ça complètement comme du journalisme et je travaille ma chaîne exactement comme je travaillais dans les différents médias précédemment, quoi. Et je pense que aujourd'hui, quand même, c'est une carrière qui est un peu mieux identifiée qu'avant. Et là, c'était un hater dans tes commentaires. Je pense qu'il était un Ouais, peu de mauvaise foi parce j'en que ai tout le tout le monde sait temps. très Ouais. bien que si c'était facile de faire youtubeur, tout le monde le ferait. Oui, Et oui, c'est complètement. pas Ouais. si facile en réalité. Après, voilà, je suis pas en train de travailler à l'usine à découper des poulets par moins 2 degrés, hein. Il y a des Je gens qui kiffe mon associent travail, hein. travail à labeur horrible, tu vois. Il faut que tu meurs d'un problème de dos ou d'une crise cardiaque ou d'un cancer. À cause des pesticides ou quoi, genre. En fait, si c'est pas ça, en fait, si c'est pas un truc horrible où tu te tues à la tâche, où tu meurs à 60 ans d'une maladie horrible, c'est pas un vrai travail. Oui, puis Enfin, c'est flippant, tu vois. et je pense que tu peux te tuer à n'importe quel travail, en fait. Bien Tu sûr. peux faire le travail le plus chill ever si tu te mets la pression et que tu te mets des objectifs durs à atteindre et que tu es dur avec toi-même, ça va être un enfer, en fait. Enfin, et tu peux faire un job difficile en adoptant aussi une attitude un peu plus chill pour mettre un peu de la distance avec la difficulté du travail. C'est Ouais. une question d'approche personnelle. En tout cas, moi, j'ai l'impression de travailler exactement autant que quand j'étais en temps plein, quoi. Je dois faire aux alentours de 35 heures toutes les semaines, Ouais. parfois un peu plus parce qu'il y a de l'actu et il faut mettre un petit coup de collier parce qu'il y a une actu qui est tombée à 17 heures et il faut que je la sorte ou un truc comme ça. Mais exactement comme dans mon activité de journaliste précédemment. Voilà, Mais mais tu vois, c'est ce un qui est vrai étrange, travail. c'est que c'est des gens qui, du coup, consomment du contenu, sinon ils n'arriveraient pas sur ta chaîne. Ils ont sûrement regardé la télé, donc ils voient ce que c'est, tu vois, un tournage, des caméras, des micros. Ils ont aussi dû lire des magazines, donc ils savent ce que c'est que de faire un taf de journaliste, de récupérer des infos, de trier les infos, de se tenir devant une caméra, tu vois, d'avoir la bonne diction, enfin, je sais pas. Ils doivent avoir quand même conscience de ça, parce qu'au bout d'un moment, tu analyses ce que tu regardes. Mais toi, précisément, créateur de contenu Magic, ce n'est pas un vrai métier. J'avais la même quand je parle, enfin, j'ai la même quand je parle de musique, tu vois. Ouais. Et pire encore, en fait, quand tu as un Tipeee ou un Patreon, tu es considéré comme un mendiant. Alors, premièrement, au pire, t'es mendiant, et alors, tu vois, artiste de rue, et alors, je t'emmerde, j'ai droit. Mais tu vois, c'est un peu la honte, tu vois. Oh, la honte, putain, les gens, ils te font des dons, la honte, tu vis des dons. Ah, moi, je trouve ça C'est... tellement beau. Je trouve Ben ça oui, tellement stylé, en fait, qu'on ait ces moyens de ben oui. rémunération, justement, qui ne passent pas par des collaborations commerciales, qui ne passent pas par l'argent des pubs sur les plateformes sur lesquelles on est obligé d'héberger nos vidéos. Ouais, Tu vois, là, c'est vraiment c'est de spontané, c'est les gens, l'indépendance.
ils trouvent un intérêt dans ce que tu fais et ils ont envie d'en voir plus et ils te soutiennent. Mais je trouve ça trop stylé en fait. Moi-même, je soutiens quelques créateurs parce Bah que oui. ça me fait plaisir et j'ai envie qu'ils continuent. Et quand j'ai terminé leur vidéo, j'ai des étoiles dans les yeux, je me dis, Mm. mais c'est trop bien. Et c'est vraiment très délétère de voir ça comme ça, parce que dans ce cas-là, on est tous des mendiants en fait. On est tous les mendiants de notre patron, tous les salariés sont des Oui, mendiants. oui. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais je pense que Enfin, je pense que ce qui est vrai par contre, c'est que travail, c'est un mot qui veut dire à la base pénible, hein. Je crois que l'étymologie, c'est ça, c'est un Trépalium. outil de torture. Voilà. Sauf que nous, on fait ce qu'on kiffe. C'est-à-dire que nous, on fait ce qu'on nous a, on réalise le rêve qu'on nous a vendu dans notre enfance, c'est-à-dire fais un travail qui te plaît et tu ne travailleras jamais, en résumé. Et donc nous, on a Ce la qui n'est pas chance de faire un 100% truc. vrai, mais bon, le libéralisme a fait de nous ce qu'on est aussi. Et c'est absolument pas 100% vrai. C'est absolument pas 100% vrai. Mais on a la chance de faire ça, tu vois. Et c'est vrai que moi, là, je fais du journalisme sur Magic, c'est comme ça que je vois les choses. Avant ça, j'ai fait du journalisme local dans des bleds qui m'intéressaient pas en Centre-Bretagne. C'était moins trépidant, je ne te le cache pas. Ça avait un intérêt aussi, j'aimais bien, c'est cool d'interviewer des gens et tout, des gens passionnés de leur profession ou je ne sais quoi. C'est toujours intéressant de faire des reportages ou quoi. Mais là, vraiment, j'ai l'intérêt de pouvoir m'éclater. Maintenant, ça peut être aussi une épée à double tranchant. Parce que du coup, ce qui était ton loisir et ton plaisir unique devient ton travail. Et Complètement. peut-être que des fois, moi ça peut m'arriver des fois que j'ai plus envie d'entendre parler de Magic, quoi. J'ai taffé comme un con toute la semaine. J'ai pompé des vidéos toute la semaine, parce qu'en plus je fais une vidéo tous les jours, donc je m'astreins à cette cadence qui est quand même voilà, importante, quoi. Et des fois, le week-end, pas forcément envie de jouer à Magic, ou j'ai pas envie forcément de jouer à Arena le soir, alors qu'avant je faisais une draft tous les soirs sur Magic Arena, mais depuis que j'ai une chaîne YouTube Magic, c'est un peu moins le cas, quoi. Pour boucler et pour finir sur le sujet des haters qui considèrent que créer du contenu, ce n'est pas un vrai métier. Spoiler alerte, mes haters récurrents qui me faisaient le reproche de vivre des dons, le jour où j'ai commencé à avoir des OPSP sur ma chaîne principale, ils ont tout aussi critiqué. Ils ont fait ouais, la honte, tu te soumets à une marque, machin, tu vois. Donc en fait, quoi qu'il arrive, leur but c'est que tu n'existes plus au final. Parce que quoi que tu fasses, de toute façon, ce sera de la merde, quoi. Oui, ça me fait penser à un truc par rapport à la presse, encore une fois. Euh, Au tournant des années 2000, alors qu'Internet commence à devenir quelque chose et qu'on en parle dans les médias et tout, tous les médias américains et donc européens à la suite ont décidé de mettre en ligne gratuitement leurs articles. Ouais. Parce que finalement, Internet, c'est un truc de nerd et il y a quasiment personne qui va aller voir ça. De toute façon, les gens, ils achètent le journal papier. C'est devenu donc une norme, une habitude, jusqu'au point où en fait les gens se sont habitués à avoir la presse gratuite en ligne et à ne pas acheter le journal. Et en fait, désormais, quand des journaux comme par exemple Libération a fait il y a quelques années repassent au modèle payant, c'est-à-dire que si tu veux lire la suite de l'article, il y a un paywall, faut payer, et bah ils se font défoncer. Les gens gueulent, Mais en fait, ouais. le truc, c'est qu'un boulanger, il va pas mettre son pain gratuitement à ses Mmh. clients. Et produire de l'information, bah, ça coûte de l'argent. Il te faut des journalistes, des véhicules pour les déplacer, des photographes, une imprimerie, une régie publicitaire, des commerciaux, une montagne de choses en fait. Et en fait, à quel moment c'était une bonne idée de mettre 100% de ce que tu produis et de ta valeur ajoutée gratuitement à disposition? C'était une Mmh. terrible idée. Et en fait, le modèle publicitaire permettait aux sites de presse de tenir jusque-là, sauf que les réseaux sociaux sont arrivés vers 2008 avec Facebook et les revenus publicitaires se sont effondrés pour la presse parce que c'était plus intéressant pour les annonceurs d'aller sur les réseaux sociaux. Et donc, ça a été la crise de la presse et c'est là qu'on a vu plein de titres qui repassaient au payant et qui se faisaient fusiller. Et on leur disait, mais c'est antidémocratique, vous coupez l'accès à l'information aux citoyens et tout. Peut-être, mais en même temps, il faut bien que l'information puisse exister et pour ça, il faut payer les journalistes. Et en fait, je crois que les gens, ils sont vraiment habitués à une espèce de forme de gratuité sur Internet qui a été très éphémère et qui était vraiment une utopie. Et en fait, il y a des réalités derrière et il faut de la caillasse pour vivre, quoi. Totalement. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a certains spectateurs, alors une minorité évidemment, parce que la plupart des gens réfléchissent et la plupart des gens ne sont pas totalement déconnectés des conditions matérielles. Mais effectivement, je veux dire, pour tourner, pour créer du contenu régulièrement, il faut l'écrire, il faut le tourner, il faut le monter, il faut le mettre en ligne, il faut le promouvoir. Ça demande de connaître c'est comme si tu étais à 10 postes différents en fait quand tu es tout seul à être créateur de contenu. Enfin, en tout cas, pour nous qui sommes à ce niveau, tu vois, d'écrire et de tourner nos propres vidéos, enfin voilà, ça demande tellement c'est tellement de Complètement. corps de métier différents qu'au bout d'un moment, bah si, c'est un taf et puis il faut payer le matos, il faut payer les cartes mémoire. Enfin bon, ça je l'ai déjà dit, tu vois, mais
Je le répète parce que j'aimerais bien que ça rentre à un moment donné, quoi. Et puis en fait, c'est comme un petit média. On est tous notre petit média à notre échelle, mais donc on doit assurer à la fois le côté journalisme, donc comme tu disais, être devant la caméra, transmettre des informations, écrire, monter, diffuser, tout ça, mais il faut aussi démarcher des annonceurs, il faut aussi interagir avec le public. Donc on est aussi community manager, on est commercial, enfin on est tout quoi. Et du Ouais. coup, ouais, il y a beaucoup de travail en fait caché, et ça c'est un truc que j'ai découvert un petit peu, c'est qu'en fait je passe quand même beaucoup de temps à répondre à des mails, un truc que je devais faire beaucoup dans mon travail d'avant, et je pensais que je le ferais moins en tant que youtubeur, mais en fait non, enfin. Mm. Ouais, puis on n'en parle pas, mais enfin, on n'en parle pas. Si, j'essaie moi d'en parler de temps en temps, et c'est un truc qui revient de plus en plus sur le devant de la scène. Tu sais, c'est la santé mentale. Tu sais, moi, j'avais une chaîne, enfin, j'ai toujours une chaîne à 80 000 abonnés. À une époque, j'avais des grosses vidéos, tu vois, qui atteignaient 200K, 300K vues. Et là, tu rentres dans une espèce de nouvelle sphère, tu vois, où là, Mhm. tu vas savoir ce que c'est les vrais haters, tu vas savoir ce que c'est le harcèlement en ligne, ou quand tu commences à avoir des takes politiques, c'est pas genre deux petits connards en DM, tu vois, qui viennent t'insulter. Là, t'as carrément des gros sacs à merde qui vont faire des articles sur toi. Tu vois, il y a tout un bail qui se met en place où là, du coup, ça va commencer à impacter ta santé mentale. Et ça aussi, c'est un truc invisible bah, forcément que les gens vont pas voir quand tu te présentes face caméra, mais qui est là aussi, quoi. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent le supporter, tu vois. Toi, tu l'as un petit peu connu à l'époque des Tout à fait. élections, tu vois, où vous aviez... J'ai un peu connu ça quand on avait fait une vidéo pour appeler à voter et pas à l'extrême droite après la dissolution catastrophe de l'Assemblée nationale. Macron en fait espérait que l'extrême droite domine en fait l'Assemblée nationale. C'est ce que 27 sondages sur 27 annonçaient. Et c'est la gauche qui l'a emporté, ou en tout cas qui a fait le meilleur score des trois blocs, on va dire. Et donc, comme beaucoup d'autres influenceurs, notamment Squeezie, je pense que c'est lui qui a un petit peu ouvert les vannes, eh ben, on a décidé de prendre la parole pour dire aux gens, un, d'aller voter, deux, de ne pas voter pour l'extrême droite, et ses conséquences fâcheuses, sans mauvais jeu de mots. Et j'ai pris donc une énorme vague de harcèlement, parce que ce que j'ai fait, c'est que je suis allé envoyer un petit mail aux collègues du Monde, le journal Le Monde, Mhm. qui ont dit: c'est bien sympa votre petite histoire, on va pas en faire un article, on va le mettre sur notre fil information en direct en fait sur la page d'accueil du Monde. Ils font un petit paragraphe sur chaque petite actu et tout au fur et à mesure des heures de la journée. Et donc on a obtenu une énorme visibilité d'un coup. Et donc on a tourné dans les boucles WhatsApp, Signal, Telegram de toute la fachosphère. Et j'ai vu énormément de gens qui sont venus me dire des horreurs, tenir des propos tout à fait délictuels dans mes commentaires et On a retrouvé ton adresse, me on souhaiter les va pires veiller ta choses. meuf, etc., etc. Oui, Rappelle que c'est ça l'extrême droite, hein, n'oubliez pas, hein. et puis des parallèles avec, je sais pas pourquoi, avec Gaza et tout. Enfin, ça c'est parti de Euh, n'importe où, n'importe comment. Enfin bon, l'extrême droite, euh, quoi. Après, bon, bah voilà, on s'y attendait un petit classique. peu. C'est Internet, c'est la loi sur Internet. Ça n'a pas affecté ma santé mentale plus que ça. D'accord, ok. C'est vraiment, t'as l'air très hermétique au monde. Mais en fait, je te dis, va couvrir le tribunal d'une ville pendant 2 ans et voir deux fois par semaine, tu fais 13h, 21h, tu vois que des horreurs. La misère sociale, Bien sûr, ouais. les violences, les agressions sexuelles, la pédophilie, tout ce que tu veux, des trucs horribles qui se Ouais. sont passés, et t'as les gens en face qui sont en train de témoigner, et t'as les victimes à côté qui sont en train de pleurer. Et tu vois, quand tu te prends ça dans la gueule pendant 2 ans, bon, quand tu rentres chez toi le soir, t'es un peu déprimé, mais derrière les petits trucs comme ça, tu fais, allez. Ouais, après, quand ça t'impacte toi directement, tu vois, alors, moi, c'est par période, tu vois, il y a des périodes où ça... Voilà, tu me diras, maintenant, la chaîne musicale marche beaucoup moins bien. Et puis Magic, c'est autre chose que le métal, qui est un espèce de vivier un peu énervé et sous tension permanente. Je trouve que Magic, c'est quand même très mignon par rapport au Ouais. métal de manière générale. Bah, le métal Mais est problématique sur certains aspects complètement, ouais, bien sûr, assez complètement. sévèrement, Puis quoi. et puis il y a des comportements très edgy, tu vois. C'est un peu, il y a un peu ce truc de qui est la plus grosse, tu vois, qui est turbo ridicule et que j'ai toujours trouvé hors propos, mais bon, visiblement, il y en a qui ne vivent que par ça, qui peuvent se permettre de ne vivre que par ça, et c'est un peu triste. Mais c'est clair que du coup, là, Magic, pour moi, c'est un peu la cour de récréation, quoi, pour le coup. Mais, enfin, du fait de parler de ça, en fait, on va dire des côtés un petit peu invisibles de l'activité de vidéaste, j'avais une question aussi là-dessus. Est-ce que tu trouves pas que les créateurs, ou en tout cas les petits créateurs de contenu dont on fait partie, sont un peu devenus des travailleurs du divertissement, tu vois? Sans protection, sans syndic, évidemment. Ouais. Et tu sais, j'ai l'impression que enfin, même si ça vend du rêve sur le papier et que c'est pas un vrai métier, heu, j'ai l'impression que des fois que c'est pire que certains métiers du tertiaire. Tu vois? Genre en mode, moi je me mets parfois tellement la pression et je fais tellement d'heures par semaine
que entre les streams, les 2 vidéos par semaine minimum, et puis tout ce qu'il y a autour, on l'a abordé, il y a quelques instants, j'ai l'impression qu'on est devenu un peu des espèces de travailleurs du tertiaire Mmh. sans aucune protection sociale, Ouais. sans aucun filet de sécurité et des fois, ça me fait un peu bader et tout à l'heure, tu abordais en off rapidement le fait que s'il y a une source de revenus qui pète, ça devient compliqué. Bah, imagine demain YouTube ferme. Imagine demain, alors toi, je sais pas si c'est sur Patreon ou Tipeee, mais moi, Tipeee, imagine demain Tipeee ferme, tu vois? Ou Twitch. On a déjà Ouais, vu, tu vois, des grosses plateformes comme ça fermer du ouais, jour au lendemain. ouais. Bah, c'est clair que, bah, comme tu disais, c'est important de diversifier ses sources de revenus pour pas être dépendant, trop, de l'une d'entre elles. Mais c'est clair que moi, si n'importe laquelle pète, ça fait super mal évidemment parce que je suis quand même assez précaire, hein, pour l'instant. Je pense en effet qu'on est tout à fait des travailleurs non protégés, pas de syndicats, pas de cadre social en fait. Et je trouve ça étonnant qu'en France, on n'ait pas encore, le législateur n'ait pas encore produit un cadre pour les influenceurs parce que, comme tu le disais, grâce au chômage, les Français peuvent faire des chaînes YouTube et on est quand même une nation qui est très présente dans la production de contenu sur, internet, notamment parce qu'on a un système éducatif, qui fabrique des gens qui sont capables, de le faire, efficacement quoi. Et on a d'un côté cette, voilà, ce fourmillement français, à la fois dans le cinéma, mais aussi sur YouTube et tout. Et à côté de ça, on n'a pas de statut pour nous protéger. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les États-Unis, dans leur élan libéral incessant, essaient vraiment de revenir aux conditions de travail des années 1870. Et nous, finalement, nous sommes des employés américains. C'est-à-dire que qui sont nos patrons? Google, Amazon, voilà, les plateformes qui hébergent nos Ouais. vidéos et qui nous versent des revenus publicitaires. Alors, heureusement, on peut avoir des sponsors. Parfois, ils peuvent être américains aussi. Heureusement, on a des gens qui nous donnent de l'argent, ce qui nous permet de, voilà, de prendre un peu de distance avec cet engrenage-là. N'empêche que on n'a pas de congé payé. Euh, on n'a pas, enfin, tu vois, on est On censé n'a pas de travailler. sécurité. Enfin, on n'a pas de mutuelle. Enfin, moi, j'ai pas de mutuelle, hein. J'ai un truc privé que je paye, je sais pas combien, là, Ouais, parce mais que on est comme normalement, des Américains. t'en as une via ton taf, quoi, normalement. Et alors, on a la chance d'être en France et d'avoir, voilà, la santé, des choses comme ça. Bah, la Donc, sécurité sociale, la mais bon, sécurité il y a de plus sociale. en plus de médicaments qui sont pas remboursés. Va trouver un médecin généraliste dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, tu vois. Ouais, et puis on peut pas vraiment prendre de vacances en fait. Et tu vois, on est comme les Américains qui ont 15 jours de vacances par an. En fait, c'est un peu ça, tu vois. On cotise pas pour le chômage non plus. Ah, on cotise pas pour le chômage, on cotise pas pour la retraite, ou en tout cas presque Ouais. pas. Ça, j'avoue que c'est un truc qui me fait flipper, tu vois. Ah Euh, ouais. En ce moment, je suis en train de réaliser mon objectif de vivre de YouTube et tout. Mais en fait, le but, ce serait pas d'en vivre, c'est de faire quand même beaucoup d'argent pour pouvoir en mettre de côté pour les vieux jours, en fait. Parce que, en fait, déjà que la retraite n'existera peut-être plus quand on aura l'âge d'y prétendre, là, on n'est pas en train de mettre des cailloux de côté pour quand on sera vieux, malade Bah et non, parce que fatigué. l'URSSAF nous prend 25% de nos revenus, mais on cotise pour rien à côté, tu vois. Donc ça, c'est ouf aussi, quoi. Mais alors ça m'a beaucoup choqué en effet que l'URSSAF prenne 25%, même un peu plus, je crois que c'est 26%, Bah, plus la on passe à CFE. 26 l'année prochaine, ouais. Ouais, 26% plus la CFE, donc c'est quasiment 30% des auto-entrepreneurs. Donc on rappelle, les auto-entrepreneurs, pour la très grande majorité, ça va être des livreurs Uber Eats par exemple, ou des gens qui font des colliers et qui les vendent un peu on the side, ou des petits artisanats comme ça, enfin des petits trucs. Et du coup, l'argent, tu peux prendre 30% de ça, mais c'est des broutilles, c'est des centimes. À quoi ça sert de prendre 30% des revenus d'un livreur Uber Eats? Qu'est-ce que tu vas Ouais. faire avec ça? Et à côté de ça, aujourd'hui, la France, pour les top 0,1% les plus riches, est considéré comme un paradis fiscal. Plus de 13 000 foyers fiscaux qui sont plus que millionnaires payent moins de 2% d'impôts en moyenne. Là, Eh oui. c'est sorti récemment les derniers mois. Je vous rappelle que la TVA étant à 21% pour la plupart des trucs, nous, on paye à peu près 21% d'impôts sur tout. Ça représente à peu près 21% de nos revenus, plus tous les différents impôts, etc. C'est très bien de Ouais. payer des impôts. Il nous faut des routes, des écoles et des hôpitaux. Maintenant, peut-être que ceux qui sont dans des sphères financières complètement délirantes, avec des magnitudes de richesse qui n'ont rien à voir avec nous, peut-être que eux aussi pourraient payer 25%. Et Mais tu vois, du coup, ça ce qui irait est marrant, mieux c'est qu'il y a encore plutôt ce que taxer les fantasme. livreurs Uber, quoi. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a encore ce fantasme que les ultra riches sont méga taxés, alors que c'est pas du tout le cas, et qu'en fait, c'est juste les travailleurs indépendants les plus précaires qui sont plus taxés en France, quoi. Et tu vois bien que les ultra riches, enfin, voilà, quoi, je veux dire, oui, ils vont fuir la France, bah fuyez, parce qu'en fait, vous rapportez zéro thune à la France, quoi.
Ils sont déjà exilés fiscaux en fait. Ils ont déjà des holdings pour Oui, échapper voilà, à ouais. l'impôt. Il est question, d'ailleurs, certains économistes parlent sérieusement de mettre en place des mesures pour aller percevoir l'impôt, même s'ils sont aux îles Caïmans ou je ne sais quoi. Après, on pourra jamais tout percevoir. Mais ce qui est marrant avec la question de l'impôt, c'est que si tu proposes, par exemple, de revenir à la fiscalité qu'on avait sous Jacques Chirac, les gens Ouais, vont crier au communisme parce qu'à l'époque, ouais, au-dessus de 1 million d'euros, par exemple, je te dis des chiffres un peu au pif, mais au-dessus d'une forte somme d'argent, eh ben, tu étais taxé à 70% de tous les revenus bah ouais, au-delà, oui. au-delà évidemment de cette somme d'argent. Ça ne veut pas dire qu'on prend 70% de tes thunes, ça veut dire qu'on prend 70% de tes thunes après le premier million que tu as gagné. Et par Eh exemple, oui. les États-Unis, dans les années 40-50, ils taxaient les millionnaires à 70%. Et c'est comme ça en fait qu'il y a pu avoir le plan Marshall et qu'ils ont pu financer le fait de rebâtir l'Europe entière après la guerre, parce qu'ils taxaient leurs millionnaires, un truc de ouf, tu vois, enfin leurs milliardaires surtout. Je pense qu'il serait temps qu'on revienne à ça, mais depuis 14 C'est ans mal barré. qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, hein, puisqu'il est ministre de l'économie sous François Hollande avant d'être président, eh bien, les inégalités se sont extrêmement creusées. Les plus riches ont multiplié leur fortune, les plus pauvres ont doublé en nombre. C'est un peu flippant. Alors, rappelle qu'à la base, on est censé vivre dans la Startup Nation, hein, bien évidemment, mais que si t'as pas papa et maman pour injecter 3 millions de dollars dans ta putain d'entreprise, dans ta putain de startup, bon, bah, rêve pas, hein, tu resteras là où t'en étais. Je veux dire, bon, cette histoire d'ascenseur social et du fait que la Startup Nation peut réaliser tous tes rêves, c'était un scam, mais on s'en doutait. Enfin, on s'en doutait, on le savait. Oui. On le savait. On nous a pas trop laissé le choix. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu penses que tes prises de position dans Magic, on pourra peut-être même préciser, tu vois, le côté un peu militant, no fast mana et ce genre de choses. Est-ce que ça reflète ce que t'es politiquement, tu penses? Ouais, complètement. Genre, pour l'instant, Magic, c'est un peu. Enfin, après, Magic, mais le commandeur était en tout cas dans une forme de Far West. J'aimais bien ce côté un peu anarchiste où tu avais un petit groupe de personnes, de joueurs séparés de l'entreprise qui décidaient un petit peu des règles qui allaient s'appliquer pour le format Commander. Je trouvais ça très stylé en fait, anarchiste dans le bon sens du terme, tu vois. Ouais. Géré par et pour les joueurs et assez hermétique, ou en tout cas, pas forcément hermétique, mais en tout cas assez éloigné des questions d'argent, des questions de rentabilité du jeu et tout. Et je trouvais ça très stylé. Et ça faisait qu'on avait tous aussi un peu notre mot à y dire. Et j'ai bien aimé en fait m'emparer de ça et militer un peu, militer pour un meilleur jeu, en tout cas à mes yeux, mais militer pour des meilleures pratiques, des choses qu'on pourrait mettre en place, parce que le commandeur étant quand même un sacré fouillis, pas très organisé et très chaotique et tout, et c'est pour ça qu'on l'aime. Il y avait quand même de nombreux axes d'amélioration, et Feu, le Rules Committee, sans vouloir tirer sur l'ambulance, ne faisait pas grand-chose à mon goût. Il faisait vraiment pas du tout assez pour monitorer le format et flaguer des cartes qui pouvaient être problématiques ou quoi que ce soit. Et je trouve que pour le coup, même si malheureusement le Commander Format Panel, donc, qui est désormais l'organe de Wizard of the Coast qui gère tout ça, appartient à Wizard of the Coast, c'est-à-dire qu'au final c'est quand même l'éditeur du jeu qui a le dernier mot et qui rémunère les membres du Commander Format Panel et tout. Ça, je trouve ça dommage d'un point de vue philosophique. Par contre, je trouve que ils agissent et je trouve que la Game Changer List est un très bon exemple du travail qu'ils ont fait pour améliorer les choses en fait. Et ils ont amélioré les choses en fait. Ok. Et voilà, mais je pense aussi que toutes ces questions-là, finalement, elles sont nourries par des influenceurs comme moi ou d'autres qui donnent leur avis. Et d'ailleurs, les membres du Commander Format Panel sont des influenceurs, quoi. Et donc, moi, je trouvais ça intéressant. J'avais une opinion que je voyais jamais relayée en ligne, ou presque pas. J'avais envie de la partager parce que je l'avais éprouvée, étayée. J'avais des exemples pour que ça montrer que c'est carré, en tout cas à mes yeux, hein. Et donc voilà, j'avais envie de partager mes avis là-dessus, quoi. Alors, tu prends toujours très à cœur la façon dont Wizard gère justement la question de ses bans. Et est-ce qu'on... Enfin, je pense qu'on peut même dire que tu es un militant no fast mana, un militant du no fast mana. Et ma question, c'est est-ce que tu prends pas ça un peu trop à cœur des fois? C'est un sujet qui Mhm. revient beaucoup chez toi. Enfin, qui revient beaucoup. Forcément, il y a eu un petit peu d'étincelle autour de ce sujet et on te voit un peu comme un représentant du no fast mana. Mhm. Alors déjà la réponse est dans la question, c'est-à-dire que si je trouvais que c'était trop, alors je ne le ferais pas, tout simplement. Moi je trouve que j'en parle à un niveau adéquat. Et maintenant dans ta question, il y a deux petites
choses qui sont pas tout à fait correctes. C'est-à-dire que tu parles de la façon dont je vois la gestion par Wizard, mais en fait, moi, toutes mes vidéos sur le Fast Mana, je les ai produites quand c'était le Rules Committee. En fait, Wizard n'avait rien à voir avec les bans en commandeur. En fait, ils n'avaient pas leur mot à dire sur les bans en commandeur. Donc, tous les articles que j'ai écrits et sur le site No Fast Mana de mon pote Nico. T'as raison, on pourrait tout- dire la façon dont le Rules Committee gérait le No Fast Mana. Ouais, voilà. Enfin, ou les Et, bans, euh, de manière générale. et toutes les vidéos que j'ai pu faire sur le sujet, je les ai faites à l'époque du Rules Committee. Euh, Maintenant, moi je trouve qu'il y a une caricature qui est faite de moi à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là sur ma chaîne, j'ai à peu près 980 vidéos. J'approche des 1000 vidéos. Et je pense qu'il y en a moins de 10 qui parlent du Fast Mana en commandeur et de Sol Ring en commandeur en fait. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que ça a un peu fait du bruit. Mais moi, j'ai la faiblesse de penser que c'est parce que j'ai bien défendu mon point et qu'il y a plein de gens qui étaient finalement d'accord avec moi et qui ont questionné aussi la place de ce profond déséquilibre de ressources qui est tout à fait normalisé pour des raisons qui sont quand même assez questionnables. C'est-à-dire qu'à la base, Sol Ring, c'est une carte qui coûte super cher. Mana Crypt, Jewel Lotus et tout, pareil. C'est pas forcément des cartes qui étaient censées être très jouées. Il se trouve que pour vendre des préconstruits, à partir de 2011, Wizard s'est mis à mettre Sol Ring dans tous les préconstruits pour vendre du carton, parce que c'était une chase card qui valait cher. Et il se trouve que la plus grosse chaîne de gameplay, donc The Command Zone, a fait de Sol Ring son emblème. Et donc, ces éléments extra ludiques, extra gameplay, ont fait de Sol Ring une carte incontournable. Mais, enfin, c'était des erreurs, évidemment. C'est pas normal, en fait, dans un jeu, surtout un jeu multijoueur, d'avoir quelqu'un qui peut tripler ses ressources dès le tour 1, et ce pour aucun investissement, sans aucune contrepartie, sans avoir à produire aucune synergie, sans avoir à associer de cartes, sans aucun mérite, entre gros guillemets, quoi. Donc, j'ai essayé de démontrer ça. Et ensuite, je me suis penché sur le sujet sérieusement. Donc, je suis allé voir un petit peu les stats, tu vois. À quelle fréquence va sortir Sol Ring dans une partie A4, grâce au mulligan. À quel point Sol Ring fait gagner quand tu la tour 1. À quel point la partie va être ruinée quand il y a plusieurs Sol Ring en même temps autour de la table. Sol Ring plus Arcane Signet plus Albion Over, des trucs comme ça. Et en fait, plus tu te penches sur le sujet, plus tu te rends compte que c'est une totale aberration. Mais en fait, c'est un truc dont on peut se rendre compte en fait d'un œil extérieur. En fait, évidemment, c'est assez aberrant d'avoir ce genre de déséquilibre de ressources sans contrepartie dans un jeu de ressources. Maintenant, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai été très attaqué là-dessus. Moi, j'ai toujours mesuré mes propos, parlé de gameplay. J'ai jamais parlé de qui que ce soit, j'ai jamais qualifié quiconque de quoi que ce soit. Par contre, moi, je me suis pris un sacré shitstorm, notamment de la part d'autres influenceurs, on va dire. Et du coup, leur public, dans leur sillage, est venu aussi pas mal me casser les pieds là-dessus, quoi. Mais aujourd'hui, encore une fois, dès que je parle de Sol Ring ou quoi, on me dit mais arrête de parler de Sol Ring, t'en parles tout le temps. Mais comme j'ai dit, genre j'ai dû en parler dans une dizaine de vidéos sur un millier, quoi. Donc c'est 1% de ma production, quoi. Mais je suis flagué là-dessus, mais aussi parce que j'ai décidé aussi que ça valait le coup en fait de militer pour ça, pour montrer aux gens que c'est pas forcément bien. Et je pense aussi, enfin je suis sûr d'ailleurs de ça, parce que j'ai plein de retours de gens qui m'en parlent. Et il y a plein de gens qui ont soit arrêté de jouer Sol Ring dans leur groupe, soit qui ont mis des restrictions. Par exemple, je sais que Adibou et ses potes, ils font pas de Sol Ring avant le tour 3. Par exemple, tu vois, c'est une bonne solution pour. Oui, tu peux mettre des pour roules nuancer 0 ça. selon le playgroup. Moi, c'est vrai que quand je joue avec toi, je sais que je dégage le Sol Ring, souvent je le retourne et je dis que c'est un basique, tu vois. Mais après, moi ça me dérange pas, tu vois. On a joué ensemble pendant un week-end, tout le monde jouait des Sol Ring. Bon, bah, j'ai mis un Sol Ring dans mon deck et voilà. Et on a quand même joué à Magic et c'était sympa. Mais juste, quand t'as fait des milliers de parties et qu'il y en a Oui, bien encore une sûr. qui commence avec des Sol Ring tour 1, tu fais, pff, vas-y, est-ce que j'ai envie de faire 2 heures de commandeur avec 2 Sol Ring tour 1 en face alors que moi je l'ai pas dans mon deck oui, je joue pas que pour la gagne, mais en fait, je joue pas que pour la lose aussi, quoi. Genre, Sur j'ai juste envie un, d'une partie équilibrée et sympa, quoi. tu vois, sur un point de vue purement mathématique, pour moi, tu as raison. Évidemment que c'est déséquilibré, évidemment que c'est une erreur de game design. Mais après, c'est qu'un jeu, quand même. Bonnerie, c'est bon, tu vas pas les prendre la tête. Oui, mais après, c'est vraiment l'argument Ça va, c'est du massu. casu, quoi, putain. C'est l'argument massu que tu pourrais opposer à n'importe quel spécialiste de son domaine. Par exemple, un journaliste sportif de football qui s'énerve contre l'arbitrage vidéo et ses dérives, on pourrait lui dire bah, arrête de prendre ça trop au sérieux, c'est qu'un jeu, le foot c'est qu'un jeu. Mais en fait non, c'est pas qu'un jeu, c'est le football, tu vois. Personne ne va d'ailleurs dire ça à un journaliste foot, tu vois. Sauf que nous, on n'a pas la légitimité du football, tu vois. On est Magic, on est un jeu pour les gamins, et donc on peut nous opposer ça, ah tu prends ça trop au sérieux. Mais en fait, c'est comme n'importe qui est spécialisé dans un domaine et très intéressé par un domaine. Par exemple, toi, tu vas parler des artworks.
des fois, tu vas t'énerver sur des artworks qui sont faits avec de l'IA ou quoi. Je pourrais dire, mais attends, c'est bon, c'est juste 2 artworks avec de l'IA sur 30 000 cartes. Est-ce que tu prends pas ça un peu trop au sérieux? C'est qu'un jeu, tu vois. Mais tu vois, c'est juste ridicule. Ça met fin Je au fais débat. exprès pour te trigger, hein, tu sais, c'est Je justement, sais, je je veux que sais. tu déroules ton argumentaire. Hein. Mais ça met fin au débat avec une position surplombante de mépris. En attendant, au lieu de parler de la forme, on pourrait parler du fond. Après, voilà, je me fais pas d'illusions sur le fait que Sol Ring ne quittera jamais le format Commander, mais je mets quand même un point d'honneur à informer les gens que ça peut être problématique, que ça peut faire passer des mauvaises games à des gens comme tous les gens de mon playgroup par exemple, et qu'on peut jouer sans, et que c'est même très sympa en fait de libérer un slot dans tous tes decks pour mettre une carte synergique, une carte intéressante. C'est rafraîchissant en fait. Et vous avez vu, hein, il fait que de parler de Sol Ring, hein, c'est pas possible. Moi, je lui prépare un petit podcast, une petite interview, et le mec, il me parle de Sol Ring. Le journaliste de mauvaise foi. Non, mais je voulais justement rétablir un peu ce truc parce qu'on m'a beaucoup trop caricaturé là-dedans et ce n'est pas de mon fait, je le répète encore une fois, ce n'est pas que de mon fait, je veux dire. Et ça m'énerve parce qu'en fait, on parle jamais du fond, on parle jamais Ouais. des conséquences Après, je en fait pense que sur le sur gameplay de ce genre de sur carte. du long terme, ça va devenir un mème. Tu vois, c'est un peu mémesque, en fait, je pense. Enfin, Mais en j'espère. fait, c'est devenu mon identité et c'est devenu ma marque de fabrique. Et en fait, désormais, bah, je m'en sers en fait. Et maintenant, je sais que je suis flagué là-dessus. Et je sais que si je mets Sol Ring dans le titre d'une vidéo, ça va faire du clic et tout. Bah, tant mieux pour moi, tu vois. Si je suis vu comme le youtubeur anti-face mana, je le pense profondément. Genre, c'est pas une bonne chose pour le jeu. Et je commence à réfléchir à une vidéo sur les conséquences en fait de la stapleisation du Commander et du maintien dans le format de ce genre de carte profondément problématique. Oui. Un maintien qui s'annonce pérenne, hein, parce que Risek se dit était dans le débat pour être banni, elle l'a pas été. Enfin, je pense que la Game Changer List désormais fait que comme on a cette antichambre de la banlist, alors presque plus rien jamais sera banni et ils vont débannir presque toutes les cartes. Et j'aimerais me pencher sur les conséquences de ces choix-là sur l'écosystème du jeu à long terme. Ouais, ok. Alors, moi, tu vois, je suis pas entièrement satisfait du système de bracket et du système de Game Changer List. C'est peut-être un peu mieux que ce qu'il y avait avant. Et je sais bien que c'est des discussions qui tendent potentiellement à aller vers quelque chose de plus juste. Mais moi, pour l'instant, je suis pas hyper satisfait du truc pour plein de raisons que j'exposerai pas là, mais peut-être que j'en parlerai en vidéo un jour. Moi, j'avais imaginé, et du coup, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place, et je pense que beaucoup de joueurs et joueuses casu ne le respecteraient pas, mais un système de points par carte, tu vois. Chaque carte a un nombre de points, et ton deck, selon le bracket, doit faire, je sais pas, 1000, 2000, 3000, 4000 points. Mais ça existe, ça. Ça existe, Ça s'appelle le Canadian Highlander. et donc chaque carte a une note. Ouais, donc toutes les cartes ont une valeur, les grosses cartes valent beaucoup de points et tu as un total de points à ne pas dépasser, le même pour tout le monde. D'accord, ok. Et ben, tu vois, tu mets un Sol Ring, genre Sol Ring, il a le max de points, et puis bah, tant pis, tu le mets dans ton deck à tes risques et périls aussi, tu vois. Donc tu prends encore. En fait, tu prends énormément de risques finalement à jouer un Sol Ring qui compense avec le fait que ce soit une pièce de fast mana. Mais d'accord, bah, je vais m'intéresser à ce truc-là. Ok, d'accord. Je savais Mais pas c'est que trop compliqué en fait parce que. Ah oui, oui. Enfin, c'est trop compliqué. C'est pas trop compliqué, c'est gérable. Tu vas réussir à t'y mettre, y a pas de souci. Mais pour le grand public, en fait, ça demande de déjà. De checker toutes les cartes, de la donc, rentrer sur un site. Donc déjà, tu dois remémorer toutes les cartes qui sont sur la liste des cartes à points, un peu comme aujourd'hui avec les cartes bannies et les Game Changers, tu me diras. Mais tu dois aussi te souvenir de la valeur numérique en points de chacune des cartes. Et donc c'est vraiment compliqué. Et ce qui est simple et efficace et applicable, c'est la banlist et désormais la Game Changer List. Et ça, c'est très bien. Oui, bien Après, sûr. je partage ton avis sur les brackets. J'aime pas les brackets, je les aime de moins en moins en fait. Parce qu'il y a des règles qui viennent s'immiscer dans le gameplay. Tu dois pas gagner avant tel tour, tu dois pas enchaîner tes tours sup, ceci, cela. Il y a plein d'adjectifs qui qualifient les parties, qui sont très subjectifs. Et en fait, même si leur façon de voir les choses, c'est de dire que c'est juste des notions d'intention et qu'ensuite tout le monde fait sa sauce derrière. Donc c'est vrai évidemment, mais c'est un peu facile aussi. Tout ce qui compte à mon avis, c'est le techniquement correct et il devrait s'en saisir à fond et vraiment se baser sur la Game Changer List, qui là c'est du techniquement correct. Oui, Est-ce que oui, c'est oui. dans ton deck? Est-ce que c'est pas dans ton deck? Est-ce que c'est Game Changer? Je Est-ce suis que c'est pas d'accord, Game Changer? Et peut-être tu vois faire un bracket. Moi, c'est ce que je revendiquais dans une vidéo récemment, un bracket pour les hipsters, mais j'appelais ça comme ça, mais en tout cas, un bracket où on joue de la belle magie, du beau jeu, mais sans les game changers, quoi. Et pas juste le bracket 2 qu'on a aujourd'hui, qui est plus ou moins le bracket des préconstruits, en tout cas beaucoup plus faible que Puis encore, l'expérience que les je recherche, moi, préconstruits, quoi. c'est plus du bracket 3 aujourd'hui quand tu vois certains. Parce que tu vois, par exemple, sur le critère, ce deck ne peut pas gagner avant tel tour. Mais en fait, des fois, tu n'es même pas au courant que ton deck il peut faire n'importe quoi.
et puis bah, en fait, tu vas exploser tour 5, et puis bah, potentiellement, tu vas gagner tour 6. Alors qu'à la base, t'as même pas forcément beaucoup de cartes de la Game Changer List dedans, juste, voilà, il se trouve que là, toutes les synergies se sont assemblées parfaitement, et des fois, ton petit bracket 2, ou ton bracket 3, il va gagner Mais oui. tour Et puis 5 en ou fait, tour c'est 6. le. Et même des fois, toi, t'es même pas au courant, tu vois. Et puis des fois, t'as aussi des decks qui sont tellement dépendants de leur commandant. Alors ouais, ok, la liste, t'as les bracket 3 ou bracket 4, mais en fait, il suffit que tu te fasses gérer une fois ton commandant et ton deck ne fera plus rien, tu vois. Donc, en fait, c'est un format qui est tellement chaotique que je trouve... Enfin, je sais pas, c'est pas assez pertinent, je trouve, le système de 5 brackets, pour le moment. Après, l'argument sur le commandant qui se fait gérer, bon, c'est pas vraiment un argument, parce que tu peux dire ça de tous les decks, et t'as qu'à jouer des sorts de protection, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que le nombre de tours, c'est un peu bullshit, parce qu'en fait, comme c'est chaotique, comme tu le disais, et bah des fois, il va y avoir des wins tôt. Par exemple, il y a un mec, il joue Nécropotence, il est greedy, il paye 15 points de vie au premier tour, il paye 10 points de vie au deuxième tour, et en fait, Il toi, assemble un bah, combo et basta. t'as joué tes petits dragons tranquillement, t'as rien fait de foufou, mais du coup, t'as de quoi le tuer parce qu'il a été super greedy. Et il va dire: ah bah non, c'est pas le Ah tour oui, 7, tu peux pas me tuer. oui, oui. Alors qu'il a payé des grands 15 points de vie avec sa Voilà, c'est ça, nécropotence ou ouais, je ne sais quoi. complètement, ouais. Enfin, du coup, ça vient s'immiscer dans le gameplay. Et ça, je déteste. Vraiment, je déteste. Il faut pas faire ça. Et c'est super compliqué. Moi, ma solution que je défendais à l'époque du Rules Committee, c'était juste on bannit les tuteurs de sorts, on bannit le fast mana, et c'est tout. Et c'était extrêmement simple, et le but de la solution était d'être la moins contraignante possible, et on m'a caricaturé en grand interdiseur, en dictateur qui voulait imposer plein de choses aux gens et tout, et on se retrouve désormais avec un format beaucoup plus restrictif, beaucoup plus compliqué, avec 2 listes, avec des critères et tout. C'est assez compliqué. Et jouez ce que vous voulez, et roule 0. Allez, voilà, c'est bon. Je sais que Allez, c'est facile de dire ça, parce que du coup, quand tu vas jouer en boutique, bon voilà. Plutôt d'accord avec toi, mais quand même, c'est qu'un jeu, tu te prends un peu trop la tête, ouais, au final. ouais. Je Ok. prends ça trop au sérieux, en même temps c'est mon gagne-pain, donc... Bah oui, non, mais c'est normal. Et puis, il faut créer un petit peu comme ça, avoir des takes de temps en temps pour... voilà, Oui, quoi. bah de toute façon, il faut faire des hot takes pour faire cliquer sur Internet. Mais un truc auquel je m'attendais pas du tout, c'est l'animosité des gens. C'est-à-dire que moi, je parlais strictement de mathématiques, tu vois, et j'étais là, ah bah voilà, il y a tant de pourcents de voir un seul ring dans une partie de Commander, ça a tel effet sur la partie et tout, du coup c'est pas bien, et n'importe quel autre jeu cesserait avec cet élément-là. Genre, imagine à Age of Empires, il y a un joueur qui commence avec 3 fois plus de villageois que les autres, sans aucune raison. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois, ça fait pas un bon jeu. Et je m'attendais pas à avoir autant d'animosité, des gens qui me reprochaient de vouloir leur imposer des choses, alors je ne suis qu'un Gus avec une caméra, tu vois, qui fait des vidéos, quoi. Oui, Des gens qui me reprochaient de vouloir les forcer à faire ceci, à faire cela, comme si j'étais derrière leur dos avec un flingue, tu vois. Et j'ai été vraiment très surpris de l'animosité, mais qui a été attisée, encore une fois, par certaines voix de la communauté. Après, t'es pas derrière eux avec un flingue. Moi, je me rappelle que quand on a joué un week-end ensemble, t'étais là sous la table avec une arme à feu à me braquer sous la table, hein, donc mollo quand même. J'avais Bah kidnappé tes écoute, proches. comment? J'avais kidnappé tes proches au cas où tu joues un seul ring. Oui, voilà, c'est ça, ouais. C'était en mode, t'avais des otages et tout, donc dangereux quand même, le petit Charbonnerie. Méfiez-vous, méfiez-vous. Concernant Wizards of the Coast, justement, ils aiment bien montrer un peu patte blanche politiquement. Magic se présente quand même comme quelque chose d'assez inclusif, et d'ailleurs, ils n'ont pas attendu que ce soit un petit peu à la mode pour le faire, parce que quand tu regardes le cast des héros de Magic depuis Alpha, c'est quand même assez varié, je trouve. Que ce soit en termes de genre ou en termes de couleur de peau, par exemple. Je trouve que le cast de Magic est quand même assez varié, et donc ça, bah, tant mieux. Mais est-ce que depuis quelques années, t'as pas l'impression qu'ils font parfois un petit peu de ce qu'on appelle du pinkwashing, tu vois? Par exemple, le fait de cacher sur tous leurs sites, par exemple, la carte Crusade, est-ce que c'est pas un peu hypocrite? Qu'est-ce que ça va changer réellement de cacher la carte Crusade qui peut rappeler effectivement, bah oui, les crusades, enfin Les Templiers. comment- En fait, la carte représente pardon. des Templiers qui sont devenus un des symboles de l'extrême droite et un mème pour l'extrême droite. Voilà, les Euh, Templiers, et- effectivement, ils ont pas envie que ces images soient réappropriées par des mèmes d'extrême droite, etc. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce truc-là? Bah, je trouve que t'es un peu dur en disant pinkwashing. On peut toujours dire ça de n'importe quelle entreprise qui essaie de mettre en valeur ces valeurs-là. Ouais. En fait, moi, ce qui m'énerve plutôt, c'est quand je vois, je crois que c'est le mois de juin, c'est le mois des fiertés, et Mm. tu vois toutes les entreprises qui changent leur logo en mode logo arc-en-ciel. Mais à côté de ça, ils en ont rien à foutre, ils font jamais rien dans ce sens, quoi. Je trouve que Magic, pour le coup, c'est pas juste des effets d'annonce, c'est-à-dire que ils mettent un point d'honneur, comme tu le disais, à représenter des personnages
de toutes sortes vraiment, de toute identité de genre. Pareil dans leurs équipes, je pense qu'ils mettent un point d'honneur à avoir une certaine diversité. Je trouve ça bien, je trouve que c'est un positionnement politique qui est même un peu risqué, parce que du coup, quand tu fais un Aragorn noir, et ben il y a plein de gens qui te chient dessus. Bah franchement, c'était ballsy de leur part de leur faire. Ouais. Et j'ai vu d'ailleurs des gens, des personnes noires, des Américains qui réagissaient en disant que bah, c'était trop beau et qu'ils se sentaient enfin représentés dans le Seigneur des Anneaux et que c'était trop bien pour eux. Donc bien joué Magic. Donc oui, après on peut toujours dire que comme Magic est une entreprise dont le but est de faire des thunes, alors toutes leurs décisions sont cyniques et motivées par l'argent. Sauf que là, quand tu t'attires les foudres de quand même beaucoup de gens qui n'ont pas supporté de voir Aragorn noir, bah, je pense pas que ça soit juste pour les thunes, je pense que c'est aussi une entreprise qui veut mettre en avant un discours progressiste, alors qu'ils sont dans les États-Unis qui sont en train de dériver dans un espèce de technofascisme bizarre. Je pense que c'est pas une position si facile à tenir que ça pour eux. Euh, Moi, je trouve pas qu'ils en fassent trop. Je trouve Ok. que c'est plutôt discret, tu vois, ils en font pas des tonnes. Je trouve ça bien Ok. qu'ils le fassent. Peut-être en effet qu'ils font ça pour se donner une bonne image aux yeux de la gauche, dirons-nous, parce que ils ne veulent pas parler de la question écologique, parce que Magic, c'est quand même écologiquement un gros point d'interrogation. C'est beaucoup de plastique et de carton, et quand ils en produisent trop, ils les jettent dans des décharges au Texas, apparemment, d'après les images qu'on a pu voir, des choses comme ça. Donc, C'est c'est pour vrai ça que je te parle parfois un peu d'hypocrisie sur ce truc-là. c'est vrai que Magic, à une époque, a testé des boosters en carton qui étaient plus écolos, mais ils s'abîmaient et ça marchait pas. On ne parle plus de ça. Aujourd'hui, de toute façon, le concept même de réchauffement climatique ou de changement climatique est en débat aux États-Unis, hein, donc on est loin des questions écologiques là-bas. Donc peut-être en effet qu'ils font ça un peu pour ménager la chèvre et le chou, n'empêche qu'ils sont pas obligés de le faire. Et je trouve pas qu'ils le fassent trop fort. Ouais. Donc moi ça me va. Je Je trouve ça cool en fait, c'est un safe space pour tout le monde. Peut-être aussi qu'ils ont envie d'avoir un peu des filles, hein, dans le jeu, parce qu'ils ont beau prétendre qu'il y a 30% des joueurs qui sont des joueuses. Moi J'y crois pas trop. j'ai beaucoup de mal à y croire, Ouais. que ce soit dans les événements que je fais, en boutique, que ce soit dans les stats de ma chaîne YouTube, c'est 98% d'hommes qui regardent, hein. Bon, peut-être qu'en effet, les femmes jouent plutôt à la maison parce que le, la boutique remplie de barbus boutonneux peut être intimidante ou pas Qui forcément sentent le intimidante, vinaigre. mais pas un endroit très agréable pour tout le monde. Je peux comprendre ça. Mais 30% des magiciens qui sont Alors, des en tout cas, magiciennes, en France, c'est j'ai du mal à y sûr. croire. Aux États-Unis, peut-être un peu plus parce qu'elles sont déjà plus représentées dans les médias. Tu vois, il y a un peu plus de créatrices de contenu, Ouais. ce qui est beaucoup plus rare dans la francophonie. Qu'est-ce que ton audience pense connaître de toi, mais qui en fait est totalement faux? C'est une question qui demande réflexion. Tu as le temps. Alors, je pense que mon audience pense que tous mes decks contiennent genre 12 brasses, un truc comme ça. Ok. Alors que j'en joue genre 4, parfois 5, parfois 3. Juste, j'ai fait une vidéo pour dire aux gens de jouer plus de Vras parce que c'est vraiment nécessaire en commandeur. Et si tout le monde ne joue qu'une ou deux, ça fait pas des très bonnes parties. C'est bien d'en avoir. À mon avis, 4, c'est bien. Ça Ok. veut dire que c'est une toutes les 25 cartes. Ça veut dire que tu vas en voir une par partie, en gros, en moyenne, tu vois. Ouais. Tu as tes 7 cartes de départ, il faut que tu la trouves dans les 18 restantes. Donc voilà, normalement, tu vas l'avoir. C'est bien de voir une Vras par partie, c'est pas beaucoup, une Vras par partie. Mais les gens, ils ont vraiment l'air de fantasmer sur mon playgroup où c'est la foire à la Vras et tout. Parce que je leur dis, au lieu d'en jouer 3, joue-en 4. Ils sont là, mais il y aura que des Vras et tout, ça sera injouable. Mais ce n'est pas pertinent statistiquement de voir les choses comme ça, en fait. Ça ne va Et tu pas sais que arriver, j'ai hein. du mal, moi, à passer la barre des 3 brasses. Ça prend des slots et tout. Et vu que tu sais, je suis ce joueur qui essaye vraiment d'être en mode full synergie. Et du coup, je lui dis non, mais là, je pourrais mettre une engine qui synergise avec le reste du deck. Et du coup, je cut les brasses en premier la plupart du temps en plus. Mais Alors, je c'est sais la que c'est pas question bien et des- je le regrette bien souvent d'ailleurs. Alors, c'est la question des synergies explicites et des synergies implicites. C'est-à-dire que Ouais. ton deck, il fait un truc précis, quoi que ce soit, donc tu vas vouloir synergiser autour de ça. C'est une synergie très explicite, tu vois, que tu as vraiment sous les yeux, que tu vas essayer d'améliorer et tout. Seulement, il y a des synergies un peu implicites. Par exemple, si l'adversaire a de quoi te tuer et la partie est finie pour toi, sauf si tu as une Vrasse, alors la partie est pas finie pour toi. Et ça, c'est une super synergie dans ton deck, parce que ça veut Bah dire que ouais. t'as pas perdu la partie. Ouais, c'est Et en clair. fait, oui, ça synergise pas avec ton deck, mais c'est quand même une synergie dans ta partie de Magic. Ça va Complètement, t'aider à ouais. jouer ta partie de Magic
peut-être à la remporter. Donc voilà, c'est nécessaire. C'est Mais comme tu les sais, terrains, tu vois. il y a ce truc de la peur de la frustration que ton deck ne fasse pas ce que tu veux, que la magie prenne pas, tu vois, et que finalement, tu vois aucune synergie. Et du coup, tu dis, bah, je vais tout mettre, je vais mettre que des cartes full synergie. Alors, c'est vrai qu'on a de plus en plus de Vras synergiques, cela dit. Parce que maintenant, on a des Vras Oui, Tipal, complètement. on a tout type de Vras possible. On en a une nouvelle par set, et il y a un set tous les 1 mois et demi, donc forcément, maintenant, il y a de quoi faire. Et c'est vrai que tu as toujours cette crainte, et moi, je l'ai encore, alors que ça fait presque 5 ans et demi, 6 ans que je fais du commandeur multi à balle, tu vois. Mais j'ai toujours cette petite peur de ah, vas-y, je peux cut une Vras, de toute façon, bon, c'est pas synergique, donc ça dégage, quoi. Mais En c'est une fait, connerie. C'est comme les terrains, c'est comme les. Ouais, non, mais c'est clair. le truc, c'est que si tu cut une Vras, mettons, tu as 3 Vras. Tu en cut une, tu perds 33% de tes Vras. Non. Si tu la remettais, tu aurais 50% de Vras en plus par rapport à tes 2, tu passes à 3. C'est Mmh. énorme en fait, c'est une Mmh. différence énorme en fait. De 2 à 3, de 3 à 4, c'est vraiment très important en fait. Et Mmh. si tu as un effet que tu veux voir dans tes parties, tu as intérêt d'en avoir une certaine concentration dans ton deck. Je pense que voilà, 4 c'est un peu un minimum pour un sort un peu lourd comme une Vras. Après, tu vois, tes sorts de rampe, tu vas en vouloir plus de 10, tes sorts de pioche, tu vas en vouloir plus de 10 en général. Maintenant, sur ce que tu disais sur les synergies, il y a, il y a eu le côté où on peut aller trop en fait dans la synergie et on va trop vouloir jouer des cartes parce qu'elles sont synergiques et parce qu'on se sent smart, parce que si ça se produit avec ça, alors ça fait ça et tout. Bah ouais. En effet, le truc c'est que ça va pas forcément te donner des bonnes parties parce que tu as un et si, tu as un et si. C'est-à-dire que la carte synergique que tu ajoutes, elle doit synergiser. Sauf que des fois, bah, le seuil de synergie, il va être trop exigeant et en fait, la carte, elle va pas marcher et tu ferais mieux de mettre une carte moins synergique, mais avec un plafond moins haut, mais un plancher plus efficace aussi, qui va mieux faire le taf pour un peu moins de mana. Ouais, ça met pas des étoiles dans tes yeux, mais ça fait le taf. Il faut en fait, c'est vraiment important de savoir dans quels espaces de ton deck tu vas te permettre d'aller dans des synergies un peu compliquées et où est-ce que tu vas plutôt essayer de mettre la pédale douce dessus pour justement passer une partie sympa et pas te faire chier à la soirée commandeur. Bah, c'est ce qui fait toute la subtilité aussi du format, hein, je trouve, hein. Parce que des fois, Ouais. enfin, j'ai même remarqué à terme que parfois, au lieu de mettre juste une carte synergique, je préfère jouer juste une carte good stuff un peu tu vois, une carte good stuff un petit peu pas connue, tu vois, un peu underground. Et Ouais. finalement, j'aurais tout autant de plaisir à la jouer qu'une carte synergique qui va un petit peu faire des étincelles. Et notamment dans les piocheurs blancs que tu m'as fait découvrir, tu vois. C'est des cartes qui marchent toujours. Tu sais, Tenacious C'est News Truth. Truth. Ah, mais laisse tomber. Mais ça, je l'ai foutu dans tous mes decks blancs et les gens, ils sont trop Mais heureux oui. quand je la joue. Et Mais, je sais que c'est mais moi oui. que ça va avantager, mais la personne qui la reçoit, elle est tellement heureuse. Et puis ça crée un peu de politique. En fait, ça rend la partie mieux pour toi et plus fun pour tout le monde au final. Donc Ouais. Dans le vraiment, genre, il y a c'est. Flumph. Ah, bah, pareil, bah ça y est, je commence à le mettre un peu partout lui aussi. Ah. On a même une Ah bah Flumph expression, c'est banger, viens hein. flumfer. Vas-y, viens flumfer. On Et va donc en fait, les flumfer. gens vont juste taper un coup dans le flumph, ils sont contents. Carrément. Donc il y a ces petites cartes aussi. Au final, c'est même pas des cartes qui synergisent vraiment, c'est juste des cartes qui vont te faire piocher, quoi. Oui, j'allais dire, j'ai gagné plein de parties avec Flumph juste parce que les gens ne respectent pas Flumph. Ils se disent qu'ils peuvent taper dedans sans souci. Ils te gavent et après tu gagnes. Laisse tomber, laisse tomber. Quand il est là par partie, je pioche au moins 6 ou 7 cartes. C'est n'importe quoi. C'est fou, c'est fou. Ça n'a aucun sens. Alors qu'il faudra juste le laisser là et pas y toucher. Il est là, genre, brrr, et puis tu Blop. fais rien avec. Ok, bah écoute, trop bien. Encore une fois, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Moi, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'ai ce qu'il me faut. C'est bon, merci. Bah, merci pour ton invitation, c'est gentil, c'était cool. Bah, merci à toi d'être venu. Maintenant, il va falloir que je trouve une troisième personne à inviter. J'ai pas encore pris ma décision, mais là, de toute façon, je vais avoir pas mal de pain sur la planche là, dans les semaines qui viennent. Donc, je sais pas quand j'aurai l'occasion de retourner un podcast comme celui-ci. Mais je trouverai. J'aimerais bien interviewer Jerry. Il m'intrigue. Il me fait beaucoup Ok. rire. J'aime beaucoup son contenu. Je le trouve très sympathique. Et j'aimerais Et bien très gentil. découvrir l'homme qui se cache derrière l'influenceur. Ouais, bah, je pense que c'est agréable de travailler avec lui. Il est sérieux, il est carré, il a un bon sens de l'humour. Mm. Fonce. Bah écoute, je vais. Bah tu sais quoi, je vais laisser ça au montage et on va voir s'il regarde le podcast jusque-là et on va voir s'il répond. Je Ok, lance ça un marche. hameçon, je lance une bouteille à la mer. Jerry, si tu m'entends, tu es le bienvenu ici-bas. Voilà. Évidemment, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez devenir membre pour avoir accès à la version longue de ce podcast, car il y a toujours 2 versions de mes vidéos, une version courte, une version longue, uniquement disponible pour les membres. Je remercie énormément celles et ceux qui le font. C'est grâce à vous qu'on est encore là. Wenry, je te fais des gros bisous. On se voit bientôt. Bisous, à plus. À la prochaine.